Bien, bonjour à tous. Mon nom est Benoît Leguet. Je suis le directeur général d'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. Je suis par ailleurs membre du Haut Conseil pour le climat et je vais avoir le grand plaisir d'animer cette table ronde de la 18e heure consacrée au transport aérien et aéronautique. Quel modèle adopter? Alors sur cette table ronde que nous allons essayer de faire tenir dans le temps imparti, ce qui sera un véritable défi, nous aurons 6 intervenants. Le premier intervenant sera le ministre Jean-Baptiste Djebbari, que nous écouterons dans quelques minutes. Et nous aurons 5 intervenants lors de la table ronde, que je vais nommer rapidement par ordre d'apparition, par ordre d'entrée en scène. Nous aurons d'abord Marc Ami, qui est vice-président Corporate Affairs d'Airbus. Nous écouterons ensuite Vincent Etchebert, directeur environnement, développement durable et nouvelles mobilités d'Air France. Puis Charles-Adrien Louis, qui est co-gérant responsable énergie-climat de BL Evolution. Et Olivier Delbucchia, du collectif Supaéro Décarbo, avant de laisser l'intervention initiale de fin au député Michael Nogal, député de la Haute-Garonne, ce qui ne vous surprendra pas au regard du thème de la table ronde. Donc, bien, tout le monde est prêt à parler et nous allons d'abord écouter le témoignage du ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à vos côtés à ces 24 heures du climat. Et je tiens à féliciter tous ceux qui en sont à l'initiative, en particulier Anthony Sellier, que je remercie pour sa proposition. Ce moment d'échange et de réflexion est nécessaire. La Convention citoyenne l'a montré. Face à l'urgence climatique, les Français ont envie d'agir. Ils ne veulent plus être spectateurs du dérèglement, mais bien acteurs du changement. Et notre rôle est de les accompagner. Je me réjouis que les transports soient à l'ordre du jour de ces 24 heures du climat. Les transports, vous le savez, c'est 1,6 million d'emplois. C'est un des fleurons de notre économie, mais c'est aussi 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, ce qui n'est pas tenable et ce qui nécessite d'y remédier. Certains prônent une réduction drastique de nos déplacements, préconisent une suppression pure et simple du transport aérien, défendent en somme un retour en arrière, une nouvelle forme d'assignation à résidence. Nous ne croyons pas que c'est la solution, même si cela réduirait assurément les émissions de gaz à effet de serre. Cela enclaverait aussi nos territoires, nous isolerait, nous enfermerait. Et ce n'est pas la société que nous voulons pour demain, ce n'est pas le modèle que nous portons pour la France. C'est grâce au transport que nous avons pu notamment découvrir le monde, que nous avons pu nous ouvrir à l'autre. Et je crois fondamentalement que ce serait une erreur de tout arrêter, il nous faut plutôt tout transformer. Évidemment, nous ne pouvons pas construire les transports du 21e siècle sur le modèle du 20e. Nous devons changer de modèle. Et cela demande à chacun de modifier ses habitudes, ses comportements. Cela implique de soutenir des modes de transport plus propres. Cela exige d'écrire une page nouvelle ensemble, syndicats, acteurs économiques, associations, élus, avec évidemment le soutien et l'impulsion de l'État. C'est à cette mission que s'attelle le gouvernement depuis 2017. Et nous partions de loin car le secteur des transports souffrait notamment d'un sous-investissement chronique. Nous avons pris dès 2017 des engagements forts et alloué des crédits inédits que nous avons inscrits dans la loi d'orientation des mobilités au terme d'un débat parlementaire nourri. Sur le ferroviaire, nous investissons désormais 3 milliards d'euros chaque année pour la régénération du réseau, dont 1 milliard pour les petites lignes. Sur le fluvial, nous avons augmenté de 30% le budget dédié aux voies navigables. Sur les routes, nous visons 1 milliard d'euros par an pour régénérer le réseau routier et un plan d'1 milliard supplémentaire pour désenclaver les villes moyennes et les territoires ruraux est engagé. Et comme 42% des trajets en voiture se font sur des trajets de moins de 10 km, nous investissons aussi pour inciter à d'autres pratiques telles que le vélo ou la marche pour ces trajets au sein des villes notamment. C'est tout l'objectif du fonds de 350 millions d'euros pour le développement du vélo. La voie est tracée, mais ce n'est qu'une première étape. La crise sanitaire n'a fait que conforter nos priorités en matière de transport. Face à la crise économique, nous aurions pu réduire nos engagements dans une logique d'austérité. Nous faisons le choix inverse. Le plan de relance sera une nouvelle étape. Son ambition est double, redresser notre économie d'une part et préparer les transports de demain d'autre part dans une démarche de progrès. C'est pourquoi près de 10% du plan
de relance seront consacrés au transport. Plusieurs milliers de kilomètres de petites lignes seront pérennisés. 3 autoroutes ferroviaires et 2 lignes de trains de nuit seront créées ou rouvertes. Et 100 000 bornes de recharge électrique seront installées sur le territoire d'ici fin 2021, de manière à permettre aux utilisateurs de voitures électriques de se déplacer en toute sérénité. Enfin, des biocarburants et l'avion vert seront aussi au cœur de nos investissements d'avenir. Plus généralement, nous investirons sans relâche aux côtés des collectivités, des territoires, avec 600 millions d'euros contractualisés par le Premier ministre et les régions de France récemment, dont la moitié sera dédiée au transport afin d'accélérer les travaux en cours sur nos routes et sur nos ponts notamment. Autant de projets concrets au bénéfice de nos concitoyens et de la préservation de l'environnement. Je sais pouvoir compter sur vous au Parlement, dans les milieux associatifs et syndicaux, dans la société française pour être force de proposition, et vous pouvez compter sur moi et sur le ministère des Transports pour vous accompagner. Bien, vous avez entendu le témoignage de Jean-Baptiste Djebari, on va vous faire un petit peu réagir dessus dans cette table ronde. Donc, il a donné un certain nombre d'éléments, un certain nombre de chiffres sur le transport. Et puis, on va focaliser cette table ronde sur le transport aérien et aéronautique. Alors, si on regarde le transport aérien et aéronautique vu d'un petit peu loin, on voit qu'il y a une contribution au changement climatique. Le secteur aérien émet des émissions de gaz à effet de serre, 1,4% des émissions totales de la France. Mais néanmoins, entre guillemets, ça dépend comment on compte. Est-ce qu'on regarde les émissions de CO2? Est-ce qu'on regarde le forçage radiatif? Ou est-ce qu'on regarde finalement l'empreinte carbone des Français? Et à chaque fois, on a des réponses un petit peu différentes. Mais en tout cas, il y a une responsabilité du secteur aérien qui semble établie. Et ça pose une question, puisque finalement, on entend en même temps que le transport aérien devrait s'accroître. Il s'est accru lors des dernières années. Hors crise sanitaire, en tout cas, la tendance est plutôt à l'accélération de cet accroissement. Et la question, finalement, la question à laquelle nous allons chercher à répondre collectivement, c'est comment cette évolution du transport aérien peut être compatible avec l'objectif de l'accord de Paris de rester sous la barre des 2 degrés. D'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire 2050, horizon neutralité carbone pour la France, quelle va être la place entre les 2 grandes cases qu'a esquissé Jean-Baptiste Djebari, les progrès technologiques, les changements de combustible, les changements de comportement, finalement, quel modèle pour le trafic aérien en 2050 et puis peut-être 2040, 2030, etc. Alors, je vais poser tout de suite cette question en laissant Marc Ami réagir. En fait, Marc, j'aurais envie de vous poser la question, Airbus en 2050, c'est quoi? C'est peut-être une façon de répondre à cette question. Et puis, en 2040, 2030, 2020, Airbus, c'est quoi? Comment vous répondez finalement à ce défi posé par le transport aérien et le changement climatique? Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Pour répondre à votre question Airbus en 2050, nous avons déjà pris l'engagement en tant que producteur d'avions d'être net zéro en 2050. C'est-à-dire que toute notre production, nos opérations seront neutres en carbone. Mais le ministre a dit des choses importantes à la fois sur les transports en général et la place de l'aviation dans ces transports. Et je voudrais également donner quelques chiffres. Pour bien situer le rôle et la place du transport aérien dans cet ensemble du transport moderne et de cette transformation vers la neutralité climatique que bien sûr nous appelons également de nos voeux. Le transport aérien représente aujourd'hui 35% de la valeur du commerce international. 60% des touristes internationaux voyagent par avion, ce qui est évidemment très important pour la France, qui est le pays le plus visité au monde. Et on estime que près de 8% de l'économie mondiale dépendent de l'aviation. En France, le secteur aéronautique représente 320 000 emplois. C'est un secteur à très haute valeur ajoutée qui génère plus de 20 milliards d'excédents commerciaux pour la France. On y trouve des grands roues, bien sûr, comme Air France, ADP, Safran, Thales, Dassault et Airbus, mais aussi une multitude de petites et moyennes entreprises qui irriguent tout le territoire national. Et puis, le transport aérien, je crois que le ministre l'a dit également, n'est pas seulement nécessaire à l'économie. Il fait tomber les frontières, permet d'assurer un lien vital avec les communautés isolées, rapproche les pays, tant au niveau des individus que celui des États. Il n'y a pas de paix durable sans un vrai lien entre les peuples et seul l'avion permet ce lien. Je pense que le transport aérien a aussi été un ciment de la construction européenne. Il y a aujourd'hui plus de 8600 liaisons directes entre les villes européennes. Ce que ne peut pas faire le train,
qui restent liés à des infrastructures au sol très lourdes et qui restent centrées sur des capitales. D'ailleurs, un trajet moyen en avion en Europe est de 1700 km, alors qu'il est de 300 km pour le train, ce qui montre qu'ils ont vraiment des missions bien différentes. Et dans les transports de demain, je crois qu'il y a vraiment la place pour le transport aérien. Alors c'est vrai qu'en termes d'émissions de CO2, je crois qu'il y a un accord pour dire que l'aérien représente à peu près 2% des émissions de CO2. C'est vrai aussi qu'il faut tenir compte des autres émissions qui peuvent avoir un effet sur le climat, sur l'effet de serre. On a une étude récente de Manchester University qui montre que l'impact global est de l'ordre de 3,5%. Donc pour continuer à rendre ces services de l'aviation demain à nos sociétés, il faut bien sûr s'attacher à lutter contre le réchauffement climatique et à inscrire l'avion dans les objectifs de l'accord de Paris. Pour Airbus, pour notre part, nous travaillons depuis longtemps à l'amélioration de la performance environnementale de nos avions, que ce soit en matière d'émissions de CO2, de NOx ou de bruit. C'est ce qui fait par exemple que notre dernière génération d'avions, comme la 320 Neo, ne consomme pas plus de 2 litres de carburant en 100 km par passager transporté. À court terme, le remplacement des flottes d'avions par cette nouvelle génération va réduire de 20 à 25% les émissions de CO2. Ces avions sont aussi certifiés pour voler avec des carburants durables. Ils peuvent en emporter 50% aujourd'hui, 100% demain, ce qui signifie un potentiel de réduction des émissions de 80%. Alors, les carburants durables, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Ce n'est pas simplement de la biomasse, ça peut être du recyclage des déchets ou des carburants synthétiques à partir d'hydrogène et de capture de CO2. Mais pour aller plus loin, pour accélérer la transition vers une aviation totalement décarbonée, le plan de relance que vient d'écrire le ministre nous donne l'occasion de regrouper l'ensemble de la filière aéronautique française dans une ambition commune autour d'Airbus, qui est celle de mettre au point le premier avion commercial zéro carbone pour la prochaine décennie, c'est-à-dire entre 2030 et 2040. Nous allons communiquer bientôt sur les détails technologiques de cet avion. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'investir dans un tel avion, ce n'est pas seulement réduire l'empreinte carbone en France ou en Europe, car Airbus représente aujourd'hui 50% du marché mondial de l'aviation commerciale. Et nous pouvons donc changer les choses à une très grande échelle. Je crois que c'est vraiment important de souligner ce point. Le réchauffement climatique est un problème global et qui doit donc trouver des solutions à l'échelle mondiale. Et donc notre objectif est vraiment de réduire 100% des émissions de l'aviation mondiale. Pour cela, il faut que donc nous ayons une action internationale. Alors, dès 2008, l'ensemble des industries de l'aviation, les compagnies aériennes, les aéroports, les constructeurs ont pris l'engagement de réduire de 50% les émissions d'ici l'horizon 2050, ce qui est conforme à l'accord de Paris. Et nous regardons maintenant comment aller plus loin pour une véritable neutralité carbone. Nous sortons ainsi d'une semaine de réunion de tous les acteurs de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y avait 100 intervenants, 1000 participants pour réfléchir à cette trajectoire net zéro. Alors je sais que certains expriment des doutes quant à notre capacité de relever le défi technologique pour arriver à une aviation neutre en carbone, mais avec les programmes de recherche que nous lançons en France, le CORAC, mais aussi en Europe, Clean Sky, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, nous sommes vraiment confiants que nous allons pouvoir relever ce défi. Et le plus remarquable, c'est la motivation, la compétence, le sens de l'innovation de tous les personnels qui travaillent dans ce secteur. Tous ces travaux et initiatives montrent aussi le leadership européen sur ces questions, car nous bénéficions à la fois d'un savoir-faire très important en Europe, mais aussi sans doute d'une sensibilité plus grande aux questions climatiques, qui nous pousse à aller plus loin et plus vite dans la décarbonisation de notre secteur. J'arrive à ma conclusion, on a, je crois, 5 minutes. Continuité d'investir dans l'aéronautique en Europe, ce n'est pas seulement préserver des emplois, même s'ils sont très précieux, bien sûr, et les multiples sociétés, grandes ou petites, qui travaillent dans ce secteur. C'est aussi grâce au savoir-faire, à la capacité d'innovation de notre industrie, à sa sensibilité aux questions de l'environnement, de lui donner la chance d'emmener toute l'aviation internationale vers une trajectoire conforme aux objectifs de l'accord de Paris. À l'inverse, couper les ailes de l'aviation européenne, ce serait prendre le risque de perdre notre leadership sur ces questions au détriment des accords de Paris et de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes donc très reconnaissants du soutien apporté par les pouvoirs publics français et européens pour nous aider à surmonter la crise et à relever le défi majeur du changement climatique. Et puis je vais vous dire, c'est un formidable challenge pour tous les jeunes, pour tous les ingénieurs et techniciens qui ont fait le choix de travailler dans l'industrie aéronautique. Je pense que c'est un vrai challenge, un vrai défi, et je suis sûr qu'avec eux, nous arriverons à le relever. Merci beaucoup. Merci Marc pour avoir lancé, disons, ouvert le bal entre guillemets.
Je vais passer tout de suite la parole à Vincent Etchebert. Donc, si j'ai bien suivi, normalement, Air France est un des clients d'Airbus notamment. Donc, on reste dans la chaîne de valeur. Et je vais vous poser la même question qu'à Marc. Air France, alors Air France a souffert du fait de la crise du coronavirus en 2020. Et Air France en 2050, qu'est-ce que c'est? Et puis, avec une approche backcasting, peut-être 2040, 2030, 2020. Que fait Air France, disons, dans un monde, entre guillemets, qui sera peut-être zéro carbone, avec de l'aviation? Comment vous voyez les choses? Merci Benoît et bonjour à tous. Et merci pour cette opportunité d'échange sur ce thème si important. Comme l'a dit Marc, les engagements du transport aérien en termes de réduction significative de notre empreinte climatique sont importants. Et évidemment, l'avion vert va largement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Ce qu'on voit également, c'est que devant l'urgence climatique, il est important d'agir plus vite et plus loin, et surtout maintenant. Et c'est un peu l'esprit de notre feuille de route en termes de réduction de notre empreinte climatique chez Air France. Donc peut-être pour vous donner un chiffre, pour vous montrer qu'on est déjà engagé dans cette feuille de route, même si on doit aller plus loin. De 2005 à 2019, côté Air France, nous avons réduit nos émissions nettes, donc en valeur absolue, de 6%. Et nous avons un engagement fort à court-moyen terme, à 2030, de baisser de moitié nos émissions par passager kilomètre. Alors, comment on y arrive? Et encore une fois, en attendant ces ruptures technologiques et l'avion vert, eh bien, d'abord, le premier levier, en fait, celui qui est le plus efficace aujourd'hui, immédiatement, c'est le renouvellement de notre flotte. Pourquoi? Parce que chaque nouvel avion qui rentre dans notre flotte et qui en remplace un précédent va permettre de baisser de 25% les émissions de CO2. Dans le cadre de la crise que nous traversons, qui est malheureusement pas finie, vous avez rappelé l'ampleur, côté Air France, on a décidé de conserver un investissement de 1 milliard d'euros par an sur le renouvellement de la flotte. On ne touche pas cet investissement parce qu'on le considère primordial en termes de réduction de notre empreinte environnementale et aussi en termes économiques, les deux enjeux allant l'un avec l'autre. Donc en 2020, c'est 5% de nos avions, de notre flotte, qui sont constitués de ces nouveaux avions. En 2025, ce sera 50%, et en 2030, ce sera 80%. À côté du renouvellement de la flotte, on met en place des mesures opérationnelles d'optimisation des trajectoires, de réduction de la consommation de carburant, qui jouent aussi à court terme, qui sont des leviers très efficaces à court terme pour réduire notre empreinte environnementale. Si on se projette à un peu plus moyen terme, à 2025, 2030 et un peu au-delà, le levier le plus efficace, le plus prometteur, c'est pas seulement que c'est prometteur parce que les solutions existent, ce sont ce qu'on appelle les carburants alternatifs d'aviation. Alors, pour ceux qui nous regardent, le gros avantage de ces carburants alternatifs d'aviation, c'est qu'ils permettent de générer 80% de moins de CO2 à la source par rapport à des carburants normaux. Et là, le défi qu'on a, c'est que ces carburants alternatifs d'aviation, leur production est encore relativement basse, même très basse, et leur prix, encore aujourd'hui, est 4 à 10 fois supérieur au kérosène normal. Donc, il y a un véritable enjeu et on doit compter, on sait compter avec l'appui des pouvoirs publics et en général avec les acteurs d'une filière en France pour développer cette solution qui, encore une fois, est le levier principal à moyen terme pour réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et l'autre pendant de notre stratégie, encore une fois, surtout à court terme, pour agir maintenant, eh bien, c'est tout ce qu'on ne peut pas réduire en termes d'émissions. Et je rappelle que la grande majorité de nos émissions de CO2 se font en vol. Donc, ce qu'on ne peut pas encore réduire, eh bien, on le compense pour avoir encore une fois une action immédiate. Et deux chiffres peut-être à avoir en tête. Aujourd'hui, Air France compense la moitié de ses émissions en Europe. Et l'autre chose, c'est que depuis le 1er janvier 2020, Air France compense 100% de ses émissions sur le réseau domestique, donc en France métropolitaine. Et enfin, pour finir sur cette feuille de route de trajectoire de réduction drastique de notre empreinte environnementale, et comme le disait Marc, je pense que c'est fondamental de rappeler que nous ne pourrons pas y arriver seuls, que ce soit Air France ou en général les compagnies aériennes. Il s'agit vraiment d'un effort collectif avec les pouvoirs publics, avec nos partenaires industriels,
mais aussi avec la société civile, avec les ONG. Et on a tous besoin, avec tout notre écosystème, de réfléchir à la fois à plus de solutions à court terme et à la fois à la recherche et développement à moyen et long terme pour ensemble remplir cet énorme défi. Bien, merci Vincent. Petite question de compréhension avant de passer la parole à Charles-Adrien. Les carburants alternatifs pour l'aviation, concrètement, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Je les trouve où? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. C'est important de le rappeler. Les carburants alternatifs d'aviation, ce sont des carburants dont la production permet d'éviter des émissions de CO2 qui auraient été générées avec la production de kérosène normal, kérosène fossile. Et donc, en fait, ce sont des carburants qui vont être produits grâce à des huiles usagées ou alors grâce à des résidus ou à des déchets et qui vont permettre surtout, et c'est extrêmement important parce que sinon on n'arrive pas à produire les réductions de CO2 qui sont nécessaires, qui ne vont pas être en concurrence avec la production agricole et avec l'alimentation. Ok, merci. Eh bien, je vais maintenant passer donc la parole à Charles-Adrien Louis. Donc Charles-Adrien, si j'ai bien suivi, BL Evolution a publié au cours de cet été, c'était il y a quelques semaines si ma mémoire est bonne, une étude dont le titre était « Climat : pouvons-nous encore prendre l'avion ?» avec un point d'interrogation derrière. Donc j'imagine que vous avez un élément de réponse à cette question alléchante et je vous passe la parole. Merci Benoît, bonjour à tous. Donc effectivement, Charles-Adrien Louis, co-gérant du cabinet de conseil en transition écologique BL Evolution. Et cette question de l'aviation, c'est une question qui nous trotte dans l'esprit depuis un moment et notamment parce qu'on voit que c'est un sujet qui est assez clivant entre progrès technologiques qui peuvent permettre de décarboner complètement l'aviation ou, comme le disait Monsieur le Ministre, arrêter complètement le secteur aérien. Donc, du coup, on a voulu tirer tout ça au clair et profiter un peu de notre compétence pour comprendre quels étaient les enjeux qui se cachaient derrière. Et en fait, ce qu'il y a bien souvent, c'est qu'on occulte un élément essentiel qui est l'aspect systémique de la situation. Et donc, je vais essayer de décrire ça assez rapidement. Donc déjà, premièrement, aujourd'hui, les trajectoires que prend le secteur aérien, alors malgré ce qui a pu être dit par les personnes qui m'ont précédé, n'est pas compatible pour moi avec l'accord de Paris, mais il en est de même en fait de énormément d'éléments. La stratégie nationale bas carbone de la France n'est pas compatible avec l'accord de Paris, et tout ça parce que quand on se pose la question de la compatibilité, on prend souvent son cas sans s'interroger à l'ensemble des autres personnes qui doivent répondre à cette contribution. Or, aujourd'hui, quand on dit que le monde doit diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, ça ne veut pas dire que chaque État doit diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre ou que le secteur aérien, qui est une partie prenante supplémentaire, doit diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, car il y a des personnes qui ont une responsabilité historique plus importante, d'autres qui ont des émissions par individu ou par objet plus importantes, et donc se pose la question de quelle est la juste contribution d'un secteur, d'un État par rapport à cette trajectoire-là. Et donc là, moi, je ne vais pas apporter de réponse à cette question, mais simplement dire que c'est une réflexion qui doit sortir du champ technique. C'est une discussion politique de savoir finalement quels sont les besoins fondamentaux, qu'est-ce qui nous semble nécessaire de maintenir, de poursuivre, y compris d'ailleurs dans le secteur aérien. Est-ce qu'il y a des vols qui sont plus intéressants que d'autres à conserver, à développer, etc. Ou est-ce que tous les vols sont sur un pied d'égalité? Et donc ça, ce sont des questions de société qui doivent être traitées comme telles. Le deuxième élément, c'est que donc on a effectivement beaucoup de technologies qui sont évoquées qui permettent de décarboner prises une à une, elles ont toutes leurs intérêts. Et mon point, on n'a peut-être pas assez de relance tel qu'il est aujourd'hui. On vient à une part beaucoup plus importante à des sujets de préoccupation beaucoup plus court-termistes, la préservation de mastodontes de la filière, on va dire, à très court terme. Et donc, c'est un manque d'anticipation, à mon avis, qui se ressentira plus tard.
Les autres éléments, donc les éléments fondamentaux dessus, je ne vais pas tout décrire, hein, toutes les solutions ont été passées en revue, mais le premier, c'est est-ce que ça peut passer à l'échelle? Faire un avion à hydrogène, oui. Faire que tous les avions passent à l'hydrogène, c'est une question qui est beaucoup plus ardue. Aujourd'hui, le plan et les moyens qui sont mis visent à faire un avion court ou moyen courrier à l'hydrogène d'ici 10 à 15 ans et pas du tout un avion long courrier. Donc, se pose cette question-là. Pour les agrocarburants, on a la même réflexion. Est-ce qu'on peut remplacer l'intégralité du kérosène aujourd'hui utilisé par ces agrocarburants? Donc, ce passage à l'échelle, c'est un élément qui doit être pris en compte et qui aujourd'hui, en fait, fait que tous ces développements technologiques ne permettent pas de maintenir la même flotte que ce que l'on a actuellement en place. Le deuxième élément, c'est le temps de développement que j'ai commencé à évoquer, mais qui fait que, en fait, aujourd'hui, les avions qui sont présents et qui volent aujourd'hui ne volent pas de manière alternative, hein, volent avec les moyens du bord. Donc, ça a été dit pour Air France qu'une manière d'améliorer son empreinte carbone aujourd'hui, c'est de renouveler sa flotte. Maintenant, que fait-on de ces avions usagés, on va dire, qui ont une empreinte carbone moins importante? Si c'est pour qu'ils aillent dans d'autres compagnies et qu'ils continuent d'avoir les mêmes émissions de gaz à effet de serre, finalement, on ne résout pas le problème. On permet juste d'avoir des acteurs plus propres et d'autres acteurs moins propres. Donc, développer des avions, un avion a une durée de vie moyenne de 18 ans, en tout cas, c'est ce que nous avons pu trouver comme information. Ça veut dire que les avions qui volent aujourd'hui, ils voleront en gros dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années. Et donc ça prend du temps, ce sont des éléments à remplacer. Et c'est ça qui fait que même si on envisage des solutions dans 10 ans, puisque c'est l'échelle de temps que l'on a, en fait, avant qu'elles se systématisent, ça prendra 20 à 30 ans. Et 20 à 30 ans, en fait, c'est le moment où il ne doit plus y avoir d'émissions et pas le moment où on doit commencer à baisser la trajectoire. Donc voilà pour le deuxième point. Et le dernier, pour parler de ce sujet, c'est en fait une réflexion systémique au niveau de l'ensemble des secteurs, puisque se pose la question, en fait, tous les secteurs réfléchissent en général sans réfléchir à qui d'autre a ces besoins-là. Ça peut être le cas, par exemple, pour l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène vert, si on développe cette filière de manière suffisamment significative en France, doit être consacré 100% à l'aérien ou doit être consacré à d'autres usages? Idem pour les agrocarburants. Est-ce que ça doit servir à être mis dans les véhicules thermiques des personnes qui sont peut-être dans le milieu rural ou dans des endroits où la voiture est aujourd'hui un élément indispensable de socialisation, ou est-ce que ça doit être mis dans le transport aérien? Voilà, ce sont des éléments de réflexion. Donc, à partir de tout ça, nous, la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il n'est pas possible, avec des progrès techniques, assez rapidement de diminuer les émissions du secteur aérien. Et donc, il faut également avoir d'autres leviers qui sont des leviers comportementaux. Du coup, c'est réduire le nombre de vols qui sont faits, réduire la vitesse peut-être à laquelle on fait ces vols et donc faire en sorte que les gens se déplacent moins souvent, moins loin et moins rapidement. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne dis pas arrêter du jour au lendemain l'aviation, ni même arrêter tout court l'aviation, parce qu'il y a énormément d'éléments qui a permis le secteur aérien qui ont été rappelés par les interlocuteurs précédents. Et notamment le fait d'avoir un échange, un brassage culturel qui me semble un élément fondamental dans une période où on commence à voir poindre des communautarismes un peu trop importants. Mais ça, c'est se demander, est-ce que l'aviation de masse telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui répond réellement à cet usage-là, ou est-ce qu'une partie de cette aviation est dispensable? Et ça, c'est notre conclusion, c'est qu'on peut très facilement, entre guillemets, réduire de moitié le nombre de vols qui sont faits dans les 10 ou 15 prochaines années sans remettre fondamentalement en question ces enjeux-là. Voilà, et donc se pose la question du coup de si on a une perspective de développement de l'aérien qui est à passagers constants ou avec une diminution du nombre de passagers, qu'est-ce que cela va engendrer comme décision, et notamment comme décision sur les infrastructures à construire, sur les technologies à construire, et se laisser le temps d'avoir une aviation propre sans faire rouler ou voler entre-temps l'aviation qui du coup n'est pas propre, donc sale, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Bien, merci Charles-Adrien pour ce panorama très complet. Et donc on a bien compris les différents leviers, disons, qui sont envisageables et puis j'allais dire les questions que ça pose un petit peu derrière. Je vais passer la parole à l'intervenant suivant, donc Olivier Delbucchia, qui œuvre au sein du collectif donc Supaéro Décarbo. Donc Supaéro, je pense que les personnes qui regardent ou qui écoutent cette table ronde connaissent, l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, si mes souvenirs sont bons.
Mais Supaéro Décarbo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots dessus? Et puis nous expliquer comment vous contribuez finalement à la réflexion et comment vous alimentez la table ronde. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir organisé ces 24 heures du climat. Alors, Supaéro Décarbo, donc c'est un collectif d'anciens et d'actuels élèves de l'école Supaéro que vous avez présenté. Donc, on a à peu près une centaine, ça grossit tous les jours. On a même des professeurs qui commencent à nous rejoindre. Donc, c'est important de le dire parce que le directeur Olivier Lèbre y tient et il a raison. Ce n'est pas la parole de Supaéro qui est exprimée au travers de Supaéro Décarbo, c'est bien un collectif qui se retrouve au sein de ce message-là. En tout cas, donc une centaine d'anciens et d'actuels élèves, dont un peu plus de la moitié sont en poste ou en responsabilité dans le secteur de l'aéronautique et de l'espace ou du transport aérien. Parce que oui, Supaéro ne forme pas que des gens qui sont dans le secteur, mais donc une bonne moitié. En tout cas, on est tous des grands passionnés, on va dire, d'aviation, d'espace. On a été baignés là-dedans. Et on a aussi ce qui nous caractérise, une conscience, une compréhension, une conscience forte des enjeux climatiques. Et ce mouvement-là est né au sein d'un constat qu'on a fait d'une forme de tabou qu'il y avait de l'intérieur du secteur et de la lisibilité qu'on avait des messages qui étaient envoyés par les lobbies, enfin les différents acteurs, et on ne s'y retrouvait plus, et également de cette idée que autour de ces messages-là et autour de la conscience qu'on avait, finalement, on avait l'impression que ce métier pouvait perdre un peu de sens. Il y a un certain nombre de témoignages étudiants qui disent voilà, moi j'ai intégré l'école de mes rêves, mais maintenant je ne sais pas ce que je veux faire, je ne veux pas aller dans cette industrie-là, je ne comprends plus, je n'y retrouve plus au vu des enjeux. Donc, nous, notre position, enfin notre envie, c'est de contribuer justement à la prise de conscience. Et au-delà de l'évolution, des évolutions technologiques, dont je dirais quelques mots, c'est vraiment de se questionner sur, un peu comme le thème de ce débat, c'est quoi l'avion en 2050, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à la même chose qu'aujourd'hui? Sur quelle trajectoire on est parti? Et en fait, au travers de la réflexion qu'on peut porter sur l'aviation, il y a en réalité une sorte de question un peu plus philosophique, on va dire, sur du coup, c'est quoi, comment je vis en fait? Si aujourd'hui, si je ne vis plus c'est pas la majorité des gens, c'est un problème justement. Si mon mode de vie n'est pas de parcourir le monde en avion 3 fois par an, et ben c'est quoi mon mode de vie, et voilà. Donc notre conscience, elle est aussi accrue par le fait que eh ben le monde au-delà de 2 degrés, c'est vraiment un monde pas sympa. C'est vraiment un monde dans lequel on n'a pas envie d'habiter. Et la crise que le secteur de l'aéronautique et du transport aérien traverse actuellement est une crise sans précédent. Et, on n'est qu'au début, hein. Il va y avoir de la casse sociale, et nombreux de nos camarades vont être touchés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que personne ne se réjouit de cette crise-là. C'est vraiment très important à dire. Mais presque, nous, notre conscience, c'est que cette crise-là, c'est vraiment un des prémices, et cette crise-là, elle est subie. Et notre envie, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper ça? Et dans cette chose-là, évidemment, le rôle de l'ingénieur, en fait, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Monsieur Ami en a parlé, évidemment. Il va y avoir du travail pour faire des nouveaux avions, pour réfléchir. Mais il va y avoir autre chose. Parce que dans le monde de l'aérien, enfin, c'est dans l'ADN de l'ingénieur aéronautique que d'améliorer les performances de l'avion. Depuis que ce secteur existe, depuis qu'on a su à peu près comment faire pour voler, à partir du moment où on a su les principes de vol, l'objectif, c'est d'aller plus vite, plus loin, de manière plus sécurisée. Et par exemple, l'extension dans le domaine de l'espace, c'est encore ça. Tous ceux qui travaillent qui se posent la question de comment faire pour aller sur Mars, je peux vous dire que la question du carburant, de dépenser moins d'énergie, voilà, c'est dans l'ADN, de tous les ingénieurs. Et ça va continuer, et c'est tant mieux. Mais la question, c'est pas qu'est-ce que la technologie peut faire, c'est qu'est-ce que nous en faisons de cette technologie, qu'est-ce que nous en faisons, et au service de quoi elle est. Et alors, j'ai entendu Monsieur Ami, et j'en suis tout à fait d'accord, que l'aviation doit être dans les trajectoires de l'accord de Paris, mais
la question, c'est quel est ce pilotage et quelle est cette trajectoire? Nous, la trajectoire que nous connaissons pour être dans les accords de Paris, c'est de faire moins 5% par an. Aujourd'hui, tout le progrès technologique a été mis au service de la croissance du trafic. Alors, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, mais dans les faits, l'évolution technologique a permis de baisser les coûts, a permis tout un tas de trucs, mais les émissions de CO2 augmentent. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette trajectoire? De la même façon que Charles, dans la trajectoire hydrogène, la question qu'on se pose, c'est OK, avion à hydrogène. Mais nous, si on fait le calcul des émissions de l'aviation avec moins 5% par an, on arrive à un certain budget. Quand on regarde les trajectoires, y compris en intégrant les effets de la crise Covid, ce budget est explosé en 2030-2035. Donc, OK, on va avoir un avion à hydrogène en 2035. Donc, quel est le niveau de risque? Qu'est-ce qui se passe si finalement il arrive en 2040? Quelles sont les externalités? Charles en a parlé. Quelles sont les externalités? C'est-à-dire quel niveau d'énergie? Est-ce qu'on recouvre la France d'éoliennes pour produire de l'hydrogène? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et quels arbitrages aussi, on en a parlé, quels arbitrages nécessaires? Donc, tout le monde veut de l'hydrogène, tout le monde veut de l'électricité, tout le monde veut faire sa transition carbone. Donc, quels arbitrages? Et l'autre point qui est important, c'est que donc, si on arrive à ça, on voit que d'une façon ou d'une autre, on est obligé de re-questionner ses usages et ça doit se traduire par une baisse. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire que l'innovation technologique que nous appelons, que nous encourageons, ne peut plus être financée par la croissance. Parce que sinon, il y a une quadrature du cercle qui ne rentre pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'a fait l'État, donc la puissance publique doit intervenir pour financer, puisque voilà, ça veut dire que du coup, les compagnies ne sont plus tout à fait maîtres de leur destin. Et ça veut dire que du coup, ça veut dire qu'il y a des arbitrages à faire. Qu'est-ce qu'on veut mettre à l'avion? Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde les chiffres un peu brutalement, alors ce qui est important, peut-être je ne l'ai pas dit, on contribue, on a participé, on continue de contribuer avec le chiffre projet dans le rapport. Donc là, on travaille sur la V2. Quand on voit les chiffres, nous, on est en train de voir, d'affiner les chiffres, on voit que ça ne passe pas à un moment où il y a un tel niveau de risque, un tel niveau d'externalité, que de toute façon, on est obligé de faire quelque chose sur les usages. Et en plus, je trouve que ça serait vraiment dommage de ne pas questionner ces usages, de ne pas questionner l'émission fondamentale de l'aviation, l'émission fondamentale de mobilité, et de finalement attendre du progrès technologique qu'il résolve, puisque ça voudrait dire on reste dans un monde d'avant, dans un monde à ressources infinies, même si les ressources changent et même si le progrès va améliorer les choses, on reste dans cette chose-là et on continue. Et ça, on trouve ça dommage. Je trouve que c'est un virage qu'il faut prendre. Ok, merci Olivier. Alors je vais passer la parole parce que je vous entendais dire voilà les pouvoirs publics, puis quelque part des arbitrages, et ça tombe bien, c'est le rôle notamment de l'exécutif et du Parlement. Et donc on va pouvoir écouter Michaël Nogal, qui, comme je l'ai dit, est député de Haute-Garonne, mais également, sauf erreur de ma part, vice-président de la Commission des Affaires économiques. Et puis à l'attention de tous les participants à la table ronde, je vous donne un objectif commun. Nous avons commencé en retard, mais nous allons essayer de rendre l'antenne pour 14 heures afin de ne pas trop pénaliser les autres tables rondes. Et donc, je vous donne l'objectif commun qu'on va essayer de tenir, à la fois pour vos interventions et puis pour répondre à des questions. Donc, pour les questions, on essaiera de faire court, à la fois dans les questions et dans les réponses. Michaël, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Merci d'abord pour l'organisation de cette table ronde en visio. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites et que je trouve les interventions toutes très pertinentes. Je vais rebondir sur la dernière et sur la question de l'évolution des modes de vie, parce qu'en fait, derrière l'évolution des transports, c'est ça aussi la question. Et aujourd'hui, avec notamment les travaux réalisés par la Convention citoyenne, par les associations, se pose la question de savoir si, au final, c'est des visions qui peuvent s'opposer, mais de savoir si la croissance est compatible avec nos objectifs environnementaux et avec l'urgence climatique. Est-ce que le progrès technologique, et là j'aurais peut-être une divergence avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais est-ce que le progrès technologique suffit pour justement respecter les perspectives pour notamment
être en ligne avec les accords de Paris. Moi, je crois que ce qu'on a vu du progrès technologique jusqu'à présent et toutes les améliorations qui ont été permises jusqu'à aujourd'hui, Vincent Hatchébert a parlé des efforts faits par Air France tout à l'heure depuis 15 ans. Je pense qu'il faut d'abord le saluer parce qu'on part de loin dans l'aéronautique. Aujourd'hui, j'étais ce matin, vous voyez, j'étais chez ATR qui construit les nouveaux avions cargo, qui sont les ATR qui consomment les turbopropulseurs, consomment de manière générale moins 40% de moins que les jets. Eh bien, on a là aussi des voies pour améliorer la performance environnementale des appareils. Mais encore une fois, il faut partir de ce qui était en vigueur il y a encore quelques années et se dire que, moi en tout cas, c'est ce que je défends, c'est que le progrès technologique et ce sur quoi on est en train de travailler, les carburants alternatifs, l'hydrogène, et surtout, parce qu'on a parlé du rôle des pouvoirs publics, mais quels moyens on met. Et là-dessus, dans le plan de relance qui avait été annoncé au mois de juin, qui se concrétise là dès le mois de septembre, je voudrais parler de 2 éléments. D'abord, le CORAC. L'argent public investi dans la recherche est sans commune mesure avec ce qui s'était fait par le passé. Le CORAC, ça va être 1,3 milliard d'euros sur 3 ans pour justement accentuer l'effort à la fois des donneurs d'ordre et puis de toute la chaîne de sous-traitance pour la production d'un appareil avec cet objectif à 2035 d'un avion totalement décarboné. Est-ce qu'on pourra faire un avion type A350 de manière totalement décarbonée en 2035? Je ne suis pas sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'on aura un appareil d'ici là qui, on le voit aussi, même les compagnies aériennes, et puis Vincent pourra réagir côté Air France, mais il fut un temps où on pensait grand avec l'A380 qui a connu le succès qu'on connaît malheureusement. Aujourd'hui, les compagnies aériennes cherchent aussi de la flexibilité et donc dans les nouvelles flottes, on est sur des avions de plus petite capacité pour pouvoir justement être plus agile. Et je suis certain qu'en 2035, on pourra avoir un avion de capacité moyenne totalement décarboné. Donc on a le CORAC qui est l'organe qui va permettre de financer tous les projets en R&D et RT pour arriver à cet objectif de 2035. On a aussi des choses qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont pour moi très importantes. C'est-à-dire qu'on voit l'avion qui vole et donc les émissions des aéronefs. On regarde moins ce qui se passe au sol et la pollution qui est générée par l'activité au sol et pour laquelle, là aussi, on investit. On a voté cet été dans la loi de finances rectificative une enveloppe de 100 millions d'euros pour 2020, donc en gros pour les 6 mois jusqu'à fin décembre, pour accompagner des entreprises dans leur modernisation. Donc très concrètement, pour une entreprise qui fait du traitement de surface, ça va être des changements en termes de produits qui sont utilisés, donc l'usage de produits moins polluants. Ça va être la numérisation des outils de production, qui là aussi va permettre des économies d'énergie et des économies d'émissions de CO2. Donc il y a des choses très concrètes qui sont faites et j'allais dire l'État prend toute sa part dans cette ambition. Après, si je reviens sur un plan un peu plus politique et territoire, on travaille avec la Convention citoyenne. On avait encore une réunion cette semaine avec les membres de la Convention citoyenne, avec le ministère de la Transition écologique et puis les acteurs économiques. Mais moi, je crois très sincèrement qu'il ne faut pas opposer le train et l'avion. Je pense que les usages sont différents, y compris sur des distances où on a un équivalent en train de moins de 2h30. C'était une des positions du président de la République suite à la restitution des travaux de la Convention citoyenne. Si on prend un Paris-Bordeaux, par exemple, il y a eu un report, de toute façon, qu'on a déjà vu, entre l'avion et le train. Pour autant, supprimer purement et simplement cette liaison aérienne, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Je rappelle simplement que la France, et y compris sur d'autres sujets que l'aérien, a fait beaucoup plus que d'autres pays dans le monde. Je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense au Brésil, à l'Inde, bref, que
l'urgence climatique, elle s'impose à tous, nous, citoyens français, et puis habitants de la planète. Mais attention à ce qu'on fait aussi, et peut-être le dernier message avant de laisser la parole aux questions, mais réfléchissons bien à l'impact de nos décisions, au calendrier, qui me semble très très important, parce que vu la crise qu'on est en train de traverser et dont on perçoit à peine les prémices, moi je peux vous le dire, malheureusement, les plans sociaux vont se multiplier. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui va se passer à la fin de l'année à partir de 2021, mais ça va être très, très difficile. Et donc, il y a cette urgence climatique qu'il faut concilier avec l'urgence sociale. Et cette urgence sociale, elle va aussi s'imposer à nous, nous tous, hein, citoyens, responsables politiques, et donc qu'il nous faut aussi accompagner. Donc, ayons ensemble cette ambition collective. Je crois que côté industriel, côté compagnie aérienne, le travail a déjà été lancé, puis cette ambition, elle est partagée. C'est important que les associations soient là aussi pour demander des comptes, j'allais dire, notamment aux décideurs publics, pour voir comment les choses avancent. Mais voilà, mettons le paquet pour l'avion de demain, sans opposer encore une fois ce qu'a apporté dans l'histoire et ce que peut continuer à apporter l'aérien à notre société, sur les territoires. Et voilà, c'est vraiment ce mot-là que je voulais partager avec vous. Pas d'opposition dogmatique, stérile. Si je prends, et j'en finirai là, mais parmi les mesures de la Convention citoyenne, je comprends encore une fois l'objectif, mais quand je vois des mesures un peu faciles à mon sens sur la fiscalité, je me dis que ce n'est pas vers ça qu'on doit aller, parce qu'en réalité, le secteur aérien, et quand on voit la santé des compagnies aériennes aujourd'hui, ce n'est pas un secteur où on fait beaucoup de marge. Hein. On n'est pas sur d'autres secteurs qui sont très fructueux en termes de production, en termes de croissance. Là, on est sur un marché qui est quand même très, très fragile, très fragile. Donc voilà, attention aux mesures qu'on préconise pour atteindre l'objectif, mais je crois que l'objectif ici, et pour en terminer là, l'objectif est partagé par l'ensemble des intervenants ici. Bien, merci monsieur le député. Donc je vais ouvrir pour les questions. Si vous le voulez bien, comme il est 13h53 et qu'on a pris l'engagement moral de boucler à 14h, je vais vous poser une question générale. Et donc, je vais vous demander de réagir les uns et les autres sur cette question générale, ou de botter en touche et de répondre à une autre question, et quelque part, ça sera un peu votre mot de conclusion. Et on va essayer de faire ça. Et voilà, on a 7 minutes collectivement. Alors, la question générale, c'est un petit peu la suivante. Donc, j'ai bien entendu l'aspect technologie et puis l'aspect un peu choix sociétaux quelque part. Et en fait, je suis un petit peu surpris. Je reprends... Donc, je repars de ce qu'a dit Charles-Adrien. J'ai entendu l'aspect un petit peu systémique. En fait, une même tonne de biocarburants, de carburants alternatifs, etc., va pas pouvoir être utilisée par 10 secteurs. Donc, il va y avoir des choix à faire quelque part. Et j'aimerais savoir si dans vos métiers, dans vos connaissances, vous avez connaissance de forums sur lesquels l'aviation, le secteur de l'aviation discute avec les autres secteurs. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai entendu, c'est j'ai un peu l'impression, mais Marc et Vincent me corrigeront, j'ai un peu l'impression que l'aviation se parle à elle-même, ce qui est très bien, et trouve des solutions, ce qui est très bien. La question, c'est est-ce que l'aviation parle au reste de l'économie? Et alors, il y a un document en France qui est quand même pas mal, hein, ce qui sert à ça, c'est la stratégie nationale bas carbone, récemment adoptée dans sa deuxième version, mais sur les 200 pages de la SNBC, on ne voit qu'une petite dizaine d'occurrences du mot aviation. L'aviation internationale n'est pas couverte, et l'aviation domestique est couverte de façon très, très, j'allais dire très légère. Et avec ma casquette au Conseil pour le climat, on a du reste regretté que en fait, les budgets carbone, typiquement, ne prennent pas en compte l'aviation. Donc voilà, est-ce que finalement, où est-ce qu'on fait cette synthèse impossible qu'on essaye de faire dans cette table ronde? Est-ce qu'il y a un endroit? Quel numéro appeler? Voilà. Michael. Oui, alors en fait, une des premières réponses, c'est une initiative qu'a pris le ministre Djebari. Fin juillet, le ministre a installé un conseil ministériel pour le développement et l'innovation dans les transports. Et en fait, chose rare, c'est vrai, vous avez un peu raison, chaque secteur se parle un peu à lui-même. Et donc, il a réuni autour de la table l'automobile, le ferroviaire et l'aérien. L'objectif, c'est que chaque secteur travaille quand même sur ses propres évolutions, mais qu'il y ait un partage et des discussions communes, justement
pour que ces solutions elles puissent être partagées, des avancées dans la recherche aéronautique pour être profitables à d'autres secteurs, ben, qu'elles soient partagées. Et comme je disais tout à l'heure, être dans cette complémentarité plutôt que dans l'opposition à dire l'automobile. Vous m'entendez? Ça a coupé de mon côté, mais l'automobile est moins vertueuse que le train, que l'avion. Donc voilà, c'est cette instance-là, pour l'instant, qui est une réponse apportée par le ministre Djebbari. Parfait. Olivier avait envie de réagir. Oui, merci. Alors, moi, je suis tout à fait OK pour dire que pour parler de la complémentarité. Et d'ailleurs, on est vraiment dans cet esprit-là. Quand on réfléchit sur la mobilité, on réfléchit sur la complémentarité des mobilités. Et alors, je trouve que le débat entre les différents acteurs progresse, c'est-à-dire que chacun va un peu dans le sens de l'autre. Et effectivement, on est un peu moins passionné. On est passionné d'aviation, bien sûr, mais un peu moins sur des positions, oui ou non à l'avion. Donc, on est en train de sortir de ça. Et le débat qu'on est en train de vivre ici en fait partie. Mais la question que vous posez sur l'équilibrage avec les autres, c'est très important. Et c'est la question de la trajectoire, et c'est la question du budget carbone global. Et vous avez raison de dire que dans la SNBC, on ne couvre que le trafic intérieur. Et que, du coup, nous, la question qu'on se pose, c'est qui est-ce qui pilote globalement cette chose-là. Alors, c'est compliqué parce que ça se passe au niveau mondial, etc. Mais comment est-ce que c'est piloté? Parce que nous, aujourd'hui, puis je n'ai pas entendu la réponse à cette question, on dit quelle est la trajectoire de l'aviation? La trajectoire globale, c'est moins 5% par an. Est-ce qu'on est dans une trajectoire à moins 5% ou pas? Pour l'instant, je ne crois pas. Ce que j'entends, on va faire un nouvel avion, etc., etc. Mais oui, tout ça, c'est super. Mais est-ce que le compte y est à la fin? Et nous, tant qu'on n'a pas ça, vu l'enjeu et vu qu'on n'a pas le droit de se planter, eh ben, on trouve qu'il manque un petit quelque chose quand même, et même un gros quelque chose, c'est-à-dire que on ne sait pas où on va en fait, et par rapport aux autres, etc. Donc c'est très important. Et juste un mot juste pour conclure, oui, tout petit. Donc le débat est en train de se dépassionner, mais il y a quand même encore des petites choses. Quand on dit avion zéro carbone, ça n'existe pas, l'avion zéro carbone. C'est un élément de communication, et je trouve qu'il faudrait, si on a conscience de ce que c'est de ce dont je suis sûr, de tous les participants ici, de ce que ça veut dire que la relation à l'énergie, on ne peut pas dire avion zéro carbone. Et je trouve que c'est dommage qu'on continue à entendre ce mot-là. Voilà. Alors, j'avais Marc qui voulait réagir, Vincent ensuite, et puis Charles-Adrien, et puis en dernier, Michael, soit vous voulez reprendre la parole ensuite, soit je ferai moi-même la conclusion. Donc, Marc. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez, oui. Est-ce qu'on parle aux autres? Très bonne question. Oui, on parle à tout le monde et à tous ceux qui peuvent avoir un rôle essentiel. Il est évident que les sources d'énergie verte vont être à la base de l'évolution de la transition dont parlait le ministre vers une nouvelle économie verte, et notamment dans le domaine des transports. Alors, on fait partie du Conseil de l'hydrogène qui est mondial, dans lequel je crois qu'on est le seul représentant de l'aviation, et donc on dialogue avec tous les autres secteurs de cette question-là. L'État vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt qui regroupe le secteur aérien, mais aussi les producteurs de ces biocarburants. Et quand je parlais de la conférence de l'OACI, qui est vraiment la gouvernance mondiale, eh bien, il y avait tous ces acteurs-là qui réfléchissaient par la disponibilité de la biomasse, les difficultés de créer des biocarburants, les questions de l'hydrogène. Donc tout cela se fait bien sûr en interaction avec les pouvoirs publics, avec tous les industriels du secteur, et puis le monde de l'énergie et les autres secteurs. On a des partenariats avec l'automobile, le transport maritime, etc., pour réfléchir ensemble dans ces questions. Bien sûr, on n'est pas tout seul et on réfléchit. Les externalités, je suis d'accord, c'est une question aussi très importante et on la regarde. Là aussi, il faut être quelquefois innovant. Venez visiter Tarmac dans le sud de la France et vous verrez qu'on a mis en place un outil pour recycler 95% de ces avions qui arrivent en fin de vie, qui seront remplacés par les nouvelles générations. Donc tout ça, on essaye de le traiter. L'important pour nous, c'est de regarder effectivement tous les sujets qui ont été mis aujourd'hui sur la table et de travailler ensemble aux solutions. Super. Alors, comme dans le chat, il y a une petite question et je pense qu'elle peut aussi concerner Vincent. Je lui mets dans les pattes avant qu'il fasse son intervention. Les avions sont plus performants sur de longs courriers, donc pourquoi continuer à faire des micro-vols de moins d'1 heure, Paris-Bordeaux, 2 heures en train, 2 heures en avion avec contrôle, où est le gain, etc. Voilà, je vous mets ça dans les pattes, mais je vous laisse dérouler et répondre à la question.
Merci Benoît, et ça me permet peut-être de réagir aussi à ce que disaient à la fois Olivier et monsieur le député. Je pense qu'un défi, encore une fois, il y a une vraie nécessité de faire plus à court terme. Si on met les choses en perspective, je pense qu'on peut poser la question, la problématique de cette manière. On sait que, heureusement, après le Covid, on va avoir une reprise très progressive, une reprise du trafic. Donc le défi pour l'aérien, pour Air France et nos partenaires, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cette reprise du trafic, elle s'accompagne d'une reprise moins émettrice de gaz à effet de serre en même temps. Et donc, une des réponses à ça, au-delà du renouvellement de la flotte et des carburants alternatifs d'aviation, extrêmement important, à très court terme, il y a une chose sur laquelle on s'engage, c'est de développer l'intermodalité, justement. Et oui, ça fait partie des changements de comportement, des réflexions sur se déplacer autrement, qui existaient déjà avant le Covid et qui se renforcent pendant la période qu'on traverse. Nous, on a, il y a déjà quelques mois, arrêté nos liaisons domestiques à moins de 2h30. Et en partenariat avec la SNCF, on donne la possibilité à nos clients de se déplacer, voilà, en privilégiant sur les très courtes distances, une solution bas carbone qui est le train, et sur les liaisons à plus long courrier, comme cette personne l'indique, privilégier le train, l'avion, mais encore une fois avec moins d'émissions à la clé. Merci Vincent. Charles-Adrien. Oui, alors quelques éléments pour répondre et puis pour conclure surtout. C'est que moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation où en fait on a une sorte de double choix, c'est soit on garde notre modèle coûte que coûte, quitte à ne pas respecter nos engagements climatiques, soit on fait de la question climatique une impérieuse nécessité, quitte à avoir des zones de turbulence dans nos modèles. Et moi je crois que seule la seconde option est moralement acceptable. Et globalement, en fait, je pense que les gens n'ont pas compris ce que ça impliquait et à quel point ça réinterrogeait nos choix et nos choix de société. La question sociale, elle a été évoquée, hein, d'ailleurs, c'est une question qui est fondamentale. Pour moi, l'urgence écologique, c'est l'urgence sociale de demain, puisque c'est des questions de vie et de manière dont on va vivre demain. Et c'est pour ça qu'on s'en préoccupe aujourd'hui. Le tissu industriel de PME sur le secteur aérien, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait vivre nos territoires. Pour moi, la réponse ne peut pas être on doit le garder coûte que coûte, mais de savoir comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on transforme ça, comment est-ce qu'on contribue au secteur aérien ou à d'autres secteurs, mais comment est-ce qu'on maintient cet emploi industriel qui fait vivre les territoires avant de parler de la question de désenclavement. Et sur cette question, un petit point, c'est que quand même, quand on parle de désenclavement, moi je pratique le Paris-Aurillac en train. Très peu de gens en fait prennent l'avion. C'est une question il y a une autre annonce qui a été accueillie comme un coup de tonnerre pour les cadres supérieurs. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que ça réinterroge nos choix. Pourquoi est-ce qu'on doit promettre à nos cadres supérieurs de pouvoir se déplacer en avion pour aller dans les territoires? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire un tissu industriel qui fonctionne sans avoir cette impérieuse nécessité d'être à Paris en moins d'une heure, quel que soit l'endroit où on se situe? Je vais donner deux autres pistes de réflexion pour terminer. C'est que dans ce sujet-là, en fait, on a parlé de modèles de société, de choix à faire pour les individus, etc. Pour moi, il y a deux solutions sur lesquelles on devrait pouvoir être à la pointe maintenant. Le premier, c'est que vu qu'on s'interroge sur la poursuite de l'aérien et l'éventuelle non-croissance, il faut arrêter d'avoir des projets d'extension d'aéroports à tout va, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas compatible en fait, avec l'urgence climatique. Le deuxième, c'est que si on veut un changement des comportements, il faut arrêter de promouvoir des publicités pour les vols low cost qui sont des machines à carbone et qui n'apportent finalement pas grand-chose. Ça, c'est des questions de choix politiques et de choix de société. Est-ce qu'on est capable de faire ces deux choix-là? Moi, je pense qu'ils sont nécessaires avant de parler de supprimer les avions ou d'avoir une aviation technologiquement pure dans les 15 ou 30 prochaines années.
Merci Charles-Adrien. Donc finalement, reposer la question de est-ce que tous les vols ont la même utilité, quoi, pour le dire de façon vraiment lapidaire. Je vais vous remercier parce que nous commençons à déborder très largement. Donc je vais vous remercier collectivement d'avoir tenu dans le temps qui nous était imparti. Et donc j'ai noté les métaphores également, je l'ai noté sur un petit bout de papier au fur et à mesure, donc couper les ailes de l'aviation ou qui pilote finalement la trajectoire. Donc j'ai bien noté les métaphores aéronautiques et je vous remercie pour avoir en 1 heure essayé de contribuer à un débat qui pourrait occuper beaucoup plus de temps. Merci à tous et donc je repasse l'antenne pour la table ronde suivante. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.